dirait Louis Aragon, la poésie est le miroir brouillé de notre société, et chaque poète souffle sur ce miroir son haleine différemment lambue. C'est Aragon qui le dit. Avant de continuer, je reviens sur cette histoire de subvention et tout ce qu'on a reçu. Il y a une dame dans la salle aujourd'hui, elle n'est pas toujours là. Elle est venue 2 fois vivement poésie, ou bien 3 fois, c'est la 3e fois, je crois bien si je ne me trompe pas. C'est elle, derrière toute cette histoire de subvention, c'est elle qui a travaillé tout le dossier, c'est le travail, les heures, vivement poésie ne peut pas la payer. Et tout ce qu'elle a fait comme travail pour qu'on ait de l'argent pour financer cet événement, elle a dit que c'est son don à elle, à l'événement vivement poésie, comme le 15 bar le fait. Céline Laberge, qui est assise au fond, on l'applaudit, mesdames et messieurs. C'est elle qui a fait tout le travail. Sinon, moi, Prud'hon, j'ai aucune idée d'un formulaire de subvention. Céline, merci beaucoup à toi et pour tout ce que tu as fait et tu continues de faire. Elle va tenir la comptabilité jusqu'à la fin de l'année pour faire aussi le bilan, pour savoir si l'année prochaine on aura encore des subventions. Merci beaucoup. Ouais, grâce à toi, on a pu avancer et permettre à nos poètes qui viennent ici d'avoir un petit cachet. C'est pas une fortune, un petit cachet au moins. Ça fait du bien. On va continuer avec Paul Chamberlain. Paul, merci. C'est toujours du plaisir de le voir quand je le vois et quand on se parle. Ça va ton œil? Oui, ça va. Après l'opération, oui, ça va mieux, merci. Paul, je ne sais pas comment le présenter la dernière fois. Ouais, moi j'ai tout, quand je vois sa bio, je me dis... ouais, je vais faire très court. Bon. Poète, philosophe... ouais. Qu'est-ce que je peux dire encore? La liste de ce qu'il a publié, c'est tellement long. C'est comme quand j'ai reçu la dernière fois ici Louise Dupré, j'ai dit, mais je peux même pas citer ce qu'il a publié comme poète. Les hommages. C'est là, son dernier recueil est sorti en... Voilà, là je peux me rappeler, en 2012. Tu as sorti ton dernier bébé. Ouais. Ça, c'est lui-là, c'est les partisans de la destruction aux éditions poètes de... Les pantins, pas partisans, les pantins de la destruction. Merci, Paul. Aux éditions poètes de Proust 2012. C'est ton tout dernier, ça. Ouais. La liste est tellement longue. Merci d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Je me rappelle bien de notre soirée ici spéciale Paul Chamberlain qu'on avait eu à faire. Tu es prêt? Mesdames et messieurs, on accueille chaleureusement Paul Chamberlain. Oui, Fulgence parlait de mon œil. Effectivement, pour ceux qui me connaissent, ils sont peut-être surpris. Vous me voyez avec des lunettes de myope. Je pourrais même ajouter de grand myope. J'ai subi une chirurgie à l'œil droit à la mi-janvier. Il y a eu des complications. J'ai donc passé presque un mois, en fait 3 semaines, aux 3 quarts aveugle. C'était une épreuve assez rude. J'ai très lentement recommencé à écrire avec chaque lettre une après l'autre, chaque mot un après l'autre, avec des traits gras, des mots gros, enfin, de la grosseur de titre. Je dirais que j'ai vraiment compris ce que veut dire l'expression économie de mots. Parce que je devais économiser mon œil. Chaque mot était donc pesé. Tantôt, je me rappelle de l'avoir entendu, c'est un très beau poème de Violaine. Effectivement, quand on le prononce dans un poème, on peut se noyer dans le mot rivière. Dans un cas comme ça, j'appelle ça, je dirais que la pensée est véritablement la pesée des mots. Donc à la suite de ça, au courant de février, j'ai écrit un texte un peu à la manière que je viens de décrire. Il s'agit d'une prose et je l'ai vraiment, comment dire, écrit très lentement et revu et revu.
Alors une prose pour la journée de la poésie. Entendu à la radio, le ton était léger. Requiem pour le monarque. Tel est le nom que dans nos langues, nous donnons à ce papillon pour lui rendre hommage. Serait-il décent de signaler du bout des lèvres sa proche disparition en omettant de désigner qui est le chasse de son règne? L'homme, comme il est écrit dans l'un de nos plus anciens livres, a reçu la terre en héritage. N'étions-nous pas assez doués, nous, l'espèce humaine, pour en faire un jardin? D'où venons-nous? Qui peut le dire? Depuis toujours, nous avons inventé des histoires pour tenter de percer le secret de notre origine. Nous prétendons désormais y être parvenus grâce à un savoir si exact qui nous donnerait accès au réel même. Nous nous croyons malins. Ce que nous avons fait de la terre ne nous oblige-t-il pas à reconnaître que nous avons commis quelques lourdes erreurs dans nos calculs? N'est-il pas temps de réviser, sans complaisance, le récit de nos prouesses? Au cours de millions et de millions d'années, l'aveugle poussée de la vie a multiplié, varié et englouti ces innombrables formes à fond perdu. Notre espèce s'éveille terrorisée par les grands fauves. D'âge en âge, l'homme a écarté tant d'obstacles sur sa route qu'il en est devenu le suprême prédateur. Nous nous sommes appropriés tout le domaine terrestre pour en faire notre terrain de chasse. Nous nous croyons seuls à régner. Une espèce pourrait-elle décider que tout lui appartient et qu'elle en fait ce qu'elle veut, sans se soucier de la niche qu'elle partage avec tous les autres vivants? Hasard ou nécessité, la vie a produit avec le cerveau humain un organe capable de se représenter l'ensemble des existants pour en former un monde. N'aurait-elle donc trouvé là qu'une arme ultimement tournée contre elle-même? L'homme n'était-il destiné qu'à devenir ce prédateur si monstrueux qu'il en vienne à détruire jusqu'aux conditions de son existence? Pourrions-nous admettre comme inéluctable pareille conclusion sans sourciller? Certains le font avec désinvolture en se félicitant de leur lucidité. Si tel est bien le cas, ayons au moins l'honnêteté de convenir que nous dénions ainsi, du coup, la possibilité d'une autre voie ouverte dès nos premiers pas sur Terre. Aurions-nous le cœur
de tenir pour une inconsistante chimère le rêve d'une humanité venant à bout de ses impasses, ce rêve au nom duquel tant d'hommes et de femmes à travers les siècles ont osé donner jusqu'à leur vie. Ou encore, nous abuserions-nous au point de ramener au rang de friandises culturelles toutes ces œuvres qui, à contre-courant de nos défaillances, ont fait resplendir la promesse d'une échappée hors du chaos où nous nous enfonçons les bras croisés. Mais aurions-nous ne serait-ce qu'entrevu dans toute son envergure la puissance qu'a transmise la vie à une espèce animale parmi d'autres? Le cerveau humain est fait de telle sorte que, comme un miroir aux innombrables facettes, il est capable de réfléchir tout ce qui est autre que lui en son infinie diversité. Si tout au monde converge en un point, ce point n'en devient-il pas du coup le cœur capable de tout accueillir, de manière à rendre à chaque vivant la part qui lui revient dans le partage d'un seul règne? Un été viendra où l'on ne reverra plus le monarque virevolter au-dessus de son discret royaume d'Asclépiade. Ne sera-t-il pas alors trop tard pour nous aviser que ce qu'il aura emporté avec lui était un peu de nous-mêmes? Si nous persistons à ne tourner de tous côtés que vers nous, ce miroir, qu'en nous créant, s'est donné la vie, nous y périrons emmurés comme dans un cauchemar. Ne subsistera plus de traces de notre passage sur terre qu'un crâne abandonné sur un tas d'ordures. Et personne pour chanter le requiem du chasseur chassé.